Nous sommes devant une révolution qui est assez terrifiante et à laquelle très peu s'opposent. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés de devoir multiplier les concessions à cette théorie, mais le problème c'est quand vous achetez un concept dans la révolution racialiste, eh bien, vous achetez le racialisme, vous achetez le privilège blanc, vous achetez racisé, vous achetez racisme systémique, ces concepts viennent en grappe. Le racialisme consiste à diviser les sociétés, essentiellement les sociétés occidentales, il faut le dire, à partir de deux catégories. D'un côté, les blancs et de l'autre côté, les racisés, et à enfermer véritablement les populations dans leur couleur de peau. Le marqueur racial devient le marqueur principal, pour ne pas dire le marqueur exclusif, pour se représenter la société, pour se représenter les populations. Donc, c'est une forme d'obsession raciale qui nous vient en bonne partie des sciences sociales, qui nous vient du travail de la sociologie, mais pas exclusivement, de tout un travail qui consiste à reconceptualiser l'ensemble des relations sociales à la lumière de la race, donc premièrement, à les réduire à des rapports de pouvoir, les réduire à des rapports de domination. Par ailleurs, c'est le fruit d'une exportation d'une forme de colonialisme idéologique qui nous vient des États-Unis, et particulièrement des campus américains, mais qui s'est déconfiné depuis très longtemps des campus américains. Nous ne sommes plus devant des faits divers excentriques, nous ne sommes plus devant des dérives parmi d'autres, nous sommes devant une tendance lourde qui bulldoze tout, une tendance lourde qui écrase tout sur son passage. Parce que le racialisme, véritablement, fait le procès de toutes les institutions qu'il y a dans notre société, de notre civilisation, en fait. Le procès de la civilisation occidentale en elle-même, le procès d'une civilisation, le procès de chaque nation dans sa capacité de se définir, au diable la culture, au diable la langue, au diable la religion, au diable la nation, le peuple, ne reste finalement que la couleur de peau. Procès de la démocratie, qui ne serait finalement que la tyrannie de la majorité. Procès de la liberté d'expression, qui ne serait rien d'autre que l'autorisation donnée aux dominants de tenir des discours haineux apparemment envers les minorités. C'est une remise en question finalement des fondements de notre société. C'est une régression qui nous enferme dans une forme de principe d'imperméabilité ethnique et qui nous condamne à dernière instance à nous enfermer chacun dans le groupe racial qui nous est assigné ou auquel on devrait apparemment appartenir de manière formelle. Nous sommes devant une révolution qui est assez terrifiante et à laquelle très peu s'opposent. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés de devoir multiplier les concessions à cette théorie, mais le problème c'est quand vous achetez un concept dans la révolution racialiste, eh bien, vous achetez le racialisme, vous achetez le privilège blanc, vous achetez racisé, vous achetez racisme systémique, ces concepts viennent en grappe et finalement, à emprunter ce langage, on en vient à penser comme le veulent les mouvements indigénistes, les mouvements décoloniaux, la mouvance racialiste. Il y a une forme d'américanisation des mentalités, il faut le dire. Les États-Unis portent une histoire raciale très particulière, indéniable. La situation des Noirs américains est une situation dramatique sans le moindre doute, mais il y a une forme d'américanisation de l'espace mental des sociétés occidentales qui s'explique, donc je l'ai dit, par une forme de colonisation. J'insiste sur ce terme de la réalité par le langage des sciences sociales. L'université, aujourd'hui, il faut prendre au sérieux l'université. C'est véritablement le noyau idéologique du régime diversitaire. L'université, c'est à partir de là que se fabriquent des concepts qui très rapidement percolent dans la société et en viennent à façonner les sciences sociales, en viennent à façonner les comportements sociaux, le langage, la représentation de chacun. On le voit avec la diffusion de la théorie du genre, par exemple, mais pas seulement. Donc, c'est cette espèce de colonisation idéologique normalisée par l'industrie du divertissement, par la capacité à la puissance culturelle américaine, et aussi, il faut le dire hélas, parce que cette survalorisation de la conscience raciale portée par des groupuscules militants, mais qui ont de plus en plus de capacité d'intimidation idéologique, cherche en fait à pousser les populations issues de l'immigration à s'identifier par principe d'identification raciale, un fantasme d'identification raciale à la situation des Noirs américains. Donc, partout en Occident que des Blancs, et ensuite les populations issues de l'immigration seraient en fait, chaque fois dans la situation historique et dramatique, tragique, des Noirs américains. Et là, à partir de là, s'appropriant une histoire, une forme d'appropriation mémorielle, si on veut, s'appropriant des concepts, s'appropriant une réalité qui n'est pas la leur, ces mouvements-là cherchent dans les faits à créer des clivages, créer des tensions, disqualifie d'ailleurs, criminalise l'intégration, criminalise l'association, voit par exemple dans l'intégration des populations issues de l'immigration dans nos sociétés, voit dans l'assimilation, dans l'intégration, il voit une forme de sacrifice des origines, une trahison raciale. Les exemples se multiplient. Ces concepts-là servent aujourd'hui à faire le procès de notre société.
Elle nous vient des États-Unis, assurément. Les Américains, aujourd'hui, sont véritablement une puissance révolutionnaire d'exportation. Ils ont pris le relais après le 20e siècle, où la révolution était de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, véritablement, le noyau idéologique de la révolution racialiste, ce sont les États-Unis, une puissance impériale qui cherche à soumettre l'ensemble des sociétés occidentales à cette logique. Le Canada y est aussi, il ne faut pas oublier. Le Canada qui fait une forme de synthèse morbide, d'accouplement morbide du racialisme américain et du multiculturalisme canadien, qui pousse par exemple à la normalisation du niqab. Cette idée portée par Justin Trudeau, qui nous dit que il n'y a pas de noyau identitaire canadien, sinon la diversité, la quête d'une toujours plus grande diversité. C'est le Canada qui se voit comme un pays sans identité fondamentalement, qui est l'utopie diversitaire en action, qui se voit comme la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité, qu'il nous soit permis d'en douter. Il y a une résistance. Elle commence au Québec, une résistance véritable. On le voit, le Québec tient tête en ce moment au concept de racisme systémique. Il tient tête imparfaitement. Cette idéologie pénètre chez nous, mais nous y résistons. Nous y résistons. Et ensuite, il y a une résistance française qui est assez admirable, je crois. Ce qui est fascinant, c'est que les Français ne résistent même pas d'abord par l'idéologie. Ils résistent par leurs mœurs, par la culture, par l'identité, par une manière d'être, un rapport, une manière d'être au monde. Les idéologies viennent après coup, finalement. Mais je pense que la culture française porte en elle-même une capacité de résistance à ce langage. Les Français disent, oui, c'est notre universel. Bon, il n'y a rien de plus français que la prétention à l'universel. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le fait est que la culture française a engendré un rapport à l'universel, une prétention à l'universel, une certaine idée de l'universel. Et que cette idée, me semble-t-il, est tout à fait convaincante pour résister à la révolution racialiste. Mais il faut se rappeler une chose, la France n'y résistera que si elle ancre son universel dans ses mœurs, que si elle ancre cet universel dans sa culture. Elle ne peut pas dire « j'en prends un ou je prends l'autre ». Quant à moi, je crois que la France aujourd'hui incarne un pôle de résistance démocratique, nationale, universaliste par rapport à cette révolution. Rien n'est plus toxique que l'enfermement des hommes dans la couleur de peau. C'est l'identité la plus régressive qui soit. C'est une forme, c'est le principe de l'imperméabilité ethnique. C'est horrible. Vous savez, je ne peux pas devenir noir, un noir ne peut pas devenir blanc, mais nous pouvons tous les deux être québécois. Ils peuvent être français. Il y a quand même cette idée justement que la culture nationale, elle nous rassemble, elle nous tient ensemble, elle nous délivre des déterminismes biologiques, raciaux, ethniques, qu'en sais-je. Et la nation nous rassemble. La nation nous rassemble dans la mesure, justement, où on l'assume. On ne la réduit pas ensuite à une espèce de pur résidu administratif. Vous savez, l'héritage des années 90 avec Habermas qui voyait dans la nation le patriotisme constitutionnel. Seulement, et déjà là, c'était beaucoup. Non, il faut renouer avec la nation, avec une forme aussi d'identité de civilisation dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire cette civilisation, la civilisation occidentale, ne mérite pas le mauvais sort qu'on lui réserve d'être réduite au racisme, au colonialisme, au sexisme, à la transphobie. Cette civilisation mérite d'être défendue. Avec un travail d'hygiène intellectuelle et idéologique fondamentale et démocratique, en fait. Chacun des concepts de la révolution racialiste doit être critiqué, dis-je, déconstruit, analysé, parce que sinon, trop souvent, on voit le commun des mortels s'emparer de tels concepts sans savoir la portée. Quand on adopte le concept de racisme systémique, par exemple, on peut donner l'impression qu'on embrasse simplement un concept comme ça parce que c'est demandé, certains mouvements le demandent. Non, quand on achète ce concept-là, c'est un concept qui met en procès l'existence même de nos sociétés. Je pense qu'il faut déconstruire ces concepts-là, il faut dévoiler leur logique, dévoiler leur nature, montrer à quel point ils sont en contradiction, d'abord avec la vérité des faits, avec la vérité de nos sociétés, avec la rigueur intellectuelle, la rigueur scientifique, mais aussi avec la démocratie et les principes même de la société libérale et de l'universalisme. Je crois que si on est capable de faire ça, de désenchanter ce discours, d'amener finalement le commun des mortels à ne pas capituler devant ce vocabulaire, on aura fait une première tâche de résistance. Ensuite, que les Français demeurent Français, que les Québécois demeurent Québécois, c'est quand même la meilleure manière de ne pas devenir aujourd'hui de mauvais Américains.